Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Alors, la Fédération autonome de l'enseignement nous réserve toujours des surprises. Ben oui, mais je suis content qu'on ait un chiffre. Ça faisait longtemps qu'on cherchait, hein, Benoît, ce merci. chiffre-là. On nous disait, on sait pas trop. Ouais. Là, c'est dans une entrevue à Radio-Canada qui a été dévoilée, 1,2 million sur 6 ans. C'est quand même 200 000 $ par année. C'est pas rien. Hein? Il faut savoir aussi que cette poursuite-là, ou cette attaque contre la loi 21 devant les tribunaux, cette contestation, c'est le mot que je cherchais, ben au cœur de cette contestation-là, c'est évidemment la disposition de dérogation. Et il y a une dimension constitutionnelle, évidemment. Fais-toi plaisir. C'est une dimension constitutionnelle. Ah! Fais-toi plaisir. Je veux te souligner une affaire qui vient de sortir hier soir sur la CBC, la page à CBC, c'est que le chef conservateur Pierre Poilievre était devant l'Association canadienne des policiers, puis il a dit, évidemment, toutes mes propositions sont constitutionnelles pour imposer des exigences plus strictes en matière de libération conditionnelle au Canada, mais nous les rendrons constitutionnelles en utilisant tous les outils que la Constitution me permet d'utiliser pour les rendre constitutionnelles. Je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire. Et évidemment, je traduis là avec l'aide de Google Translation, évidemment. Mais c'est pour te dire que je pense que le débat sur la disposition de dérogation vient de prendre un tour politique considérable. Parce qu'on se souvient qu'il y a plusieurs des lois que Stephen Harper avait adoptées sur des lois sur le droit criminel, là. Qui rendaient des peines minimales, qui avaient des peines minimales obligatoires, par exemple. Aussi, la Cour suprême avait invalidé une loi en 2022 qui donnait aux juges le pouvoir discrétionnaire d'accorder des périodes consécutives à l'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Oui. Là, Poilievre, puis écoute, les périodes consécutives, là, ça a été appliqué à nul autre cas que celui d'Alexandre Bissonnette. Il a quand même tué 6 personnes dans une mosquée de Québec en 2017. Donc, au moment de cette décision-là, d'ailleurs en 2022, Poilievre avait dit qu'il pourrait utiliser la disposition de dérogation pour rétablir cette loi-là. Moi, j'imagine le tour politique que va prendre le débat sur la disposition de dérogation avec ces déclarations-là. Je vais te dire, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir, là, qui vont prier pour que la Cour suprême intervienne puis encadre là, l'utilisation de la disposition de dérogation, malgré la décision de la Cour d'appel qui était très, très claire sur la loi 21. Mais comme tu disais hier, puis je t'ai cité ce matin là, sur tout ça, mais comme tu disais hier, c'est que si Poilievre décide de changer les lois sur l'avortement, ben là, il y a une clause dérogatoire qui peut servir à l'inverse pour nous protéger. La clause dérogatoire, en fait, c'est s'il pacte la Cour, s'il pacte le tribunal, un peu comme les conservateurs, c'est-à-dire les républicains aux États-Unis, en l'espace de 20 ans, ils ont réussi à placer des juges qui étaient anti-avortement, puis finalement, ils l'ont eu, le renversement de Roe versus Wade. Alors, mettons que Poilievre est suivi par d'autres conservateurs, puis que la Cour suprême du Canada devient une cour conservatrice qui renverse, mettons, l'arrêt Morgan-Thaler des années 80. Ben là, par contre, il pourrait y avoir éventuellement un gouvernement qui dit « Hey, mais ce que vous dites là sur le droit à la vie, là, votre changement d'idée sur le droit à la vie là, qui pourrait toucher le fœtus, là, ben là, tu pourras avoir une disposition de dérogation. » Donc, ça va dans les deux sens. Mais c'est pour c'est pour 5 ans. Il faut jamais oublier. La disposition de dérogation est là pour 5 ans. Puis après ça, il y a un débat politique. Okay. Alors, je voulais souligner ça. C'est une nouvelle donne. Je pense que c'est ça. Le débat vient de changer. Les campements, tu poses une question, mais peu banale. Oui, Valérie Plante. J'en reviens pas.
c'est quand même... Tout à l'heure, j'ai été avec mes amis Marie Maupetit et Marc-André Leclerc, puis les deux disaient, c'est un sujet local, ça va être traité localement. Oui, mais où est la mairesse de la ville où se passe ce campement-là? Puis, il y a eu des campements dans le passé. Pensons au campement des itinérants il y a quelques mois, où Valérie Plante a dit, il faut démanteler ça. Là, est-ce qu'il faut démanteler le campement? Et après tout, oui. Non, mais les itinérants font moins peur que les crinqués de McGill. Oui, puis quand tu fais ce type d'opération-là, d'occupation, je pense que le but ultime, c'est de se faire expulser. Pour montrer que nous, on est dans le bien, puis on est attaqué par les méchants policiers. On le voit aux États-Unis. D'ailleurs, quelle importation d'une question américaine, encore une fois, par le truchement de McGill et Concordia, deux universités qui sont de plus en plus, inféodées ou, je veux dire, américanisées, c'est ça, au monde américain. Et je vais te dire, ça marchait sur des œufs ce matin, ici, à l'Assemblée nationale, mon cher. Les questions ont été posées, évidemment, aux libéraux qui, en matière de manif, hashtag manif en cours, là, ils ont joué dans le film en 2012 et ils s'en souviennent très bien. Ils marchaient sur des œufs, Marc Tanguay était là, le droit de manifester, c'est important, mais en même temps, c'est une occupation, ma surprise, mais oui, mais ma surprise, ça a été d'entendre Alexandre Leduc de Québec solidaire, qui a dit à peu près la même chose. Puis à un moment donné, il a dit quelque chose comme les policiers, s'ils interviennent, il faudrait qu'ils soient doux et gentils. Mais quand on voit Gabriel négocier avec les étudiants, et il connaît ça, puis il a besoin de requinquer son image, ça me semble que ça serait une bonne idée. Oui, c'est ça. Ou son entourage, qu'on dit qu'ils sont assez abrasifs et ils pourraient aller négocier. Ben oui. Donc, on est extrêmement prudent. Puis j'entendais les commentaires à Ottawa aussi, là, on marche sur des œufs. Parce que le fond de la question aussi est difficile. Et c'est sûr qu'il se passe quelque chose à Gaza, une réplique complètement disproportionnée de la part d'Israël. Puis, tu as des communautés juives, des communautés qui sont pro-palestiniennes. C'est vraiment un sujet où, comme politicien, tu peux pas gagner. Et donc, on est mal pris, je trouve, en depuis politique. Depuis quand Gaza est le centre de l'univers, là? Tu sais, je veux bien, là, puis 34 000, puis je suis d'accord avec tout ça, puis la réplique d'Israël, faut pas oublier le 7... vraiment disproportionné. Mais il faut pas oublier le 7 octobre, la Hamas. Oui, le 7 octobre, c'est sûr. C'est scandaleux. Mais où sont les étudiants et les campements pour ce qui se passe en Iran avec les femmes, ou en Ukraine par la Russie, ou en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen? Où sont les manifestants quand c'est le temps de défendre une cause de droits fondamentaux? Non. Là, c'est Gaza, il y a un mouvement là qui est organisé, qui est commandité, qui est financé, puis c'est pour aussi mousser la question de Gaza, l'amener au centre de l'actualité sans arrêt. L'Ukraine, là, on a arrêté d'en parler, mais il y a une invasion d'un pays sur un autre aussi, avec autant de morts, sinon plus. Oui, c'est sûr. En même temps, tu sais, ce qui se passe à Gaza, ça lève le cœur aussi, là, actuellement, là. Et tu sais, quand tu dis... En même temps, tu dis le Hamas, c'est des gens vraiment c'est des gens extrêmement rusés qui ont ces tunnels, qui se préparent, puis qui réussissent toujours à se planquer derrière les familles et les enfants. Mais oui, dans les écoles, dans les hôpitaux, qui désinforment sur les charniers. Inextricable, là. C'est inextricable. C'est décourageant de voir ça. Alors, Québec solidaire, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Puis il y a eu un point de presse ce matin de Christine Labrie avec Alexandre Leduc parce que Gabriel Nadeau-Dubois était pas disponible ce matin. Et je vais te dire, ils ont essayé de s'expliquer ce qui leur arrive et ils refusent la notion de crise. Ça, c'est surprenant. Mais oui, Québec solidaire est en crise. Il me semble que c'est évident. Et ils ont dit qu'ils avaient tout fait pour aider Émilie Lessard-Terrien, qui manifestement, elle, pense pas comme ça parce qu'elle est partie.
Est-ce qu'elle est partie trop tôt? Puis là, tout le monde me pose la question. C'est vrai, hein, que de deux choses l'une, soit qu'elle est impatiente et peut-être pas persévérante, soit que la situation était vraiment intenable puis qu'elle voyait pas le bout. Il y a peut-être un mélange des deux, remarque. Mais en tout cas, dans les commentaires de Mme Labrie et de M. Leduc, on sentait là que elle était partie trop tôt, puis j'ai entendu Manon Massé aussi. Et ils ont défendu beaucoup Gabriel Nadeau-Dubois, dont le leadership est vraiment contesté. Puis là, on s'en va vers un conseil national à Québec solidaire le 25 mai. Et je pense qu'il y a des gens qui vont contester son leadership. On a beaucoup dit, non, c'est quelqu'un qui travaille avec les autres. C'était quelqu'un qui travaille aussi avec les femmes. Christine Labrie l'a dit. Parce qu'elle a dit, moi-même, j'ai travaillé avec lui, donc arrêtez de dire que parce que deux femmes lui reprochent des choses, c'est effectivement un homme qui est pas capable de travailler avec les femmes. Donc, point de presse épique ce matin de leur part, qui annonce des lendemains assez difficiles pour le parti, en tout cas à l'interne. J'ai voulu en parler toute l'émission, là, mais tu le fais, Antoine, puis tu fais bien. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, le Québec était sous le choc. Là. Oui, c'est ça, la petite fille de Granby, comme on l'a appelée. J'ai lu ce matin Régine Laurent, qui a présidé la commission sur cet épouvantable événement. Et elle a donné un nom à la petite, T-Lily, si je ne m'abuse. En tout cas, belle lettre, très touchante. Elle trouve, Régine Laurent, qu'on a quand même avancé. C'est vrai que pour ce qui est de la prise de conscience, on a beaucoup avancé. Mais évidemment, en même temps, en contrepartie, là, tu vois tous les cas qui surgissent dans l'actualité à chaque jour. Des fois, il faut dire, comme les cas d'abus dans la région de Québec, de cette famille d'accueil là qui carrément harcelait et violait les enfants de la DPJ. Ça, c'est des cas qui sont antérieurs quand même au cas de la petite fillette de Granby. Ça reste la DPJ qui n'a pas réagi, qui n'a pas cru les victimes. Et moi ce qui me brise le cœur, c'est qu'on n'ait pas le prénom. Moi, je le connais, là, je suis allé aux funérailles. Mais le prénom de cette petite fille-là, qu'elle soit pas identifiée, là, qu'elle reste un mirage, qu'elle reste complètement virtuelle. Puis en passant, pendant les funérailles, le curé s'est trompé 2 fois de son prénom. 2 fois. Okay. Ouais, c'est épouvantable. C'est des funérailles vraiment difficiles. Mais il ne faut pas oublier ce qui lui est arrivé. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Et le mais en même temps, Benoît, je pense que... Hein? Ah... Non, mais c'est ça qui marche pas, là. Lionel Carman est assis sur ses mains, puis il dit, faudrait que, puis on va faire un comité de, puis on va... Mais c'est incroyable l'aveu qu'il a fait ce matin, Benoît. Il a dit qu'il y a juste 10 000 enfants sur les 100 000 signalements par année qui ont vraiment besoin de la DPJ. Donc, on est devant un organisme qui est un peu comme nos urgences à l'hôpital, là, qui reçoit à peu près tout. Et ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation sérieux. Si le ministre, après 6 ans qu'il est en place, puis est-ce que c'est en ajoutant des grands patrons, comme on a ajouté une directrice de la protection de la jeunesse qu'on n'entend jamais? Là, on veut ajouter un commissaire. Bon, un commissaire, là, ça devient compliqué parce qu'il y a la question de la protection de la jeunesse dans les communautés autochtones. Mais c'est ça. Est-ce que c'est ça, comme ça qu'on va changer les choses? En même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi là une limite, puis je vais finir là-dessus, ce que l'État peut faire? On peut pas, l'État peut pas non plus régler tous les problèmes dans la société. Puis, il y a peut-être des électrochocs à donner à certains hommes aussi, là, juste sur les 2 couilles, là, puis on va dire, là, vous allez lâcher les enfants. Il y a ça, c'est comme le problème central, c'est les hommes qui abusent de ces enfants-là, de ces petites filles-là, de ces petits gars-là. C'est eux autres, là, qu'il faut accrocher par le collet. En tout cas, bref, on partira pas là-dessus parce qu'on n'a pas fini. Non, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais c'était bien agréable de te parler, Benoît, comme toujours. Comme toujours, et on le refait demain, mon ami. Salut. Salut.